À la une, coup d'envoi des épreuves du baccalauréat 2018. Ce matin, la session des examens a commencé avec la philosophie. Cette année, ce sont 5184 élèves qui tenteront d'obtenir le sésame pour les études supérieures. Les grandes vacances arrivent à grands pas et les aéroports se préparent à accueillir des milliers de vacanciers. Les compagnies aériennes ont pris des mesures pour faire face au grand rush. Les voyageurs devront arriver plus tôt pour l'enregistrement. Aujourd'hui, 18 juin, journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle. Des hommages ont été organisés dans plusieurs communes de l'île. Les scolaires ont été invités à assister aux cérémonies aux côtés des officiels. Enfin, la saison cyclonique a commencé le 1er juin dernier. Une onde tropicale traverse en ce moment notre île. Nous ferons le point complet avec le directeur de Météo France Martinique, Jean-Noël Degrasse. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat 2018 a été donné ce matin. Les candidats cette année seront 5184 à plancher sur les sujets qui leur permettront d'accéder aux études supérieures. Dans le détail, 2461 pour la filière générale, 1121 pour la technologique et 1602 pour la filière professionnelle. Comme chaque année, c'est l'épreuve de philosophie qui a ouvert la session. Parmi les sujets proposés, la question « L'artiste peut-il tout se permettre ?» La plus philosophe de la rédaction a suivi les 279 candidats du lycée Montgérald au Marin. Regardez. Derniers échanges avant la redoutable épreuve de philosophie. Une heure avant le coup d'envoi du bac 2018, les lycéens sont pour la plupart sereins. Pas particulièrement stressée parce que j'ai beaucoup révisé, on s'était motivé avec des amis et bon après il faut voir après selon le sujet. Il n'y a pas de peur, hein, on est là, tranquille, on va aller puis on va voir comment ça va se passer. Hein. Pas encore stressé parce qu'on n'est pas encore arrivé devant les salles, mais sinon ça va. La philo, c'est un petit peu mon dada, donc ça va. J'ai eu de bonnes notes toute l'année et j'ai pris avant de venir, donc écoutez. Je pense que ça va aller. Direction la salle d'examen où on retrouve Jessica, déjà installée. Quelques minutes avant le début de l'épreuve, elle est toujours confiante, même si le stress est là. Juste un peu, mais pas vraiment. Ça va, je pense que ça va aller. On a révisé pendant toute une année pour ça, donc au final, je pense que ça va rouler. Donc vous avez philosophé ce matin? Oui. On sent une petite tension, non? 8 heures précises. Place à la traditionnelle ouverture de l'enveloppe, c'est elle qui renferme les fameux sujets. Notre caméra n'est plus la bienvenue. Les candidats ont 4 heures pour plancher sur l'un des 3 sujets proposés. Et au bout de 2 heures, les premiers ressortent. Le sujet, c'était est-ce qu'un artiste peut tout se permettre? J'ai répondu que oui, effectivement, un artiste peut tout se permettre, mais il se doit aussi, et c'est ça la force de l'artiste, de pouvoir nuancer ses propos, et nuancer ce qu'il fait. J'ai choisi le sujet numéro 3, qui était donc un texte de Kant, qui était la leçon d'éthique. Et bon, j'ai trouvé que bon, il avait quand même tout de même sa difficulté, mais que bon, il était quand même gérable. Jessica et Nathan sont restés composés jusqu'à la dernière minute. Le sujet, c'était que gagne-t-on à être cultivé, donc. Au final, voilà, la culture, être cultivé, s'instruire, etc., la connaissance, etc. J'ai choisi le premier sujet qui était l'art. J'ai eu une bonne inspiration. Bon, j'espère que ça va bien se dérouler pour la correction et puis on verra. Cette année, l'Académie de Martinique compte 5184 candidats. Tous espèrent décrocher le précieux sésame. Le marathon du baccalauréat 2018 est lancé. Une épreuve suivie de près par Pascal Jean, le recteur d'académie. Il a livré ses impressions face à la caméra de Sandrine Claude ce matin. Regardez. Ce sont des épreuves où l'Académie de la Martinique se situe très bien au niveau dans la moyenne nationale, mais par définition, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tous les futurs, tous les élèves soient futurs bacheliers. Donc on peut évidemment toujours faire mieux. L'Académie, en termes de résultats, se situe dans la moyenne nationale, voire légèrement au-dessus. Il y a des particularités s'agissant de la répartition, par exemple, entre les bacs généraux et les bacs professionnels. Mais la Martinique se situe tout à fait dans la moyenne nationale, donc il n'y a pas de problème particulier, ce qui montre 2 choses, à la fois la qualité des enseignements, mais également la qualité des élèves. Et en Guyane, ils étaient 3432 candidats à plancher sur les épreuves de philosophie ce matin. Une première étape dans les examens qui a suivi pour vous, Pierre Tréfaux. Regardez. Après la Coupe du Monde, c'est au tour du baccalauréat de débuter.
avec l'épreuve de français pour les candidats au bac professionnel et la philosophie pour les candidats de la filière générale. Pour les élèves de ES, ils avaient le choix de disserter sur les thèmes « Vit-on en société » ou « Pourquoi cherche-t-on à se cultiver ?» Les S ont quant à eux eu les thèmes « Un artiste peut-il tout se permettre » ou « Le droit satisfait-il notre besoin de justice ?» Et enfin, la filière L, dont la matière est coefficient 5, les candidats devaient plancher sur « Que gagne-t-on à se cultiver ?» Et enfin, pour la filière L, dont la matière est coefficient 5, les candidats devaient plancher sur « Que gagne-t-on à se cultiver ?» ou « Les sociétés subissent-elles leur histoire ?» Comme la majorité de mes amis, je pense qu'on n'est pas tombé sur le sujet qu'on espérait, qu'on attendait. On est tombé sur la culture et sur l'histoire. Ce n'est pas forcément ce qu'on aimait, mais ce n'était pas le pire des sujets. Donc je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ce sujet, c'était plus sur le sens de l'histoire, le sens de l'histoire au sens dans son futur, comment nous on perçoit l'histoire. Est-ce que les hommes, on est à l'origine de l'histoire, est-ce qu'on est créateur de l'histoire? Donc voilà. On était plus focus, sur ça, voilà, sur cette problématique. À la limite, la culture, on aime, mais on aime par exemple l'art, le travail, tout ça. On aurait préféré tomber sur ces sujets-là plutôt que sur la culture en elle-même et sur l'histoire. Cette année, ce sont 3432 lycéens qui passent le baccalauréat en Guyane. 1271 dans la filière générale, 1420 dans la filière professionnelle et 741 dans la filière technologique. 114 personnes passeront également le bac en candidat libre. Pas facile de passer les épreuves en pleine Coupe du Monde. Passer le bac pendant la Coupe du Monde, un peu compliqué pour les révisions surtout, mais sinon ça va parce que ça ne va pas nous empêcher de rater les matchs, quoi. Le bac s'est poursuivi cet après-midi avec les épreuves anticipées de français pour les premières. Pour les candidats de la section générale, les épreuves se poursuivront mercredi avec les langues. En 2017, le taux de réussite au second tour était de 79,8% en Guyane, soit 2 points de plus qu'en 2016. De retour en Martinique avec l'invasion des sargasses qui continue à impacter les communes de la côte atlantique. C'est le cas notamment au François quartier Frégate 2 où certains riverains ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Ils ont installé eux-mêmes un filet pour retenir les algues brunes. Créée de toutes pièces par les marins-pêcheurs, la barrière retient les sargasses à environ une centaine de mètres du rivage. Une solution pour rendre le quotidien des riverains un peu plus supportable en attendant une solution efficace du gouvernement. Attention, la Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Une onde tropicale traverse actuellement la moitié sud de l'arc antillais. Elle est accompagnée de nombreuses averses qui ont déjà touché l'île dans toute la journée. Pour en parler plus largement et faire le point sur la saison cyclonique qui a commencé officiellement le 1er juin dernier, nous recevons le directeur, le responsable de Météo France Martinique, Jean-Noël Degrasse. Bonsoir à vous. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer par l'onde tropicale qui traverse actuellement notre île. Qu'est-ce qui nous attend cette nuit ? Rien de bien méchant, c'est la Xème onde de la saison, mais c'est la première qui est un peu active. Comme vous l'avez dit, elle est sur le sud de l'arc antillais, elle a donné pas mal de pluie entre Barbade, Grenade, elle va continuer de traverser. Et nous, on est en périphérie, on est en marge nord, donc on devrait quand même avoir quelques bonnes averses qui vont perdurer quasiment, alors pas tout le temps, mais qui vont venir comme ça, par répétition, cette nuit jusqu'à demain matin. Et puis l'amélioration va se dessiner progressivement demain matin. Donc, rien de bien méchant, de la vigilance jaune, vous l'avez dit, parce qu'on craint quelques cumuls sur des durées assez courtes. Mais voilà, communes, enfin, je sais que la Martinique est toute petite, mais il y a des communes qui seront plus impactées que d'autres. C'est très difficile, mais c'est vrai que comme ça remonte du sud-est, c'est souvent les premiers contreforts sud-est, il y a le premier relief, donc effectivement du côté du sud, là où il y a le côté Rivière-Pilote, côté des hauteurs de Sainte-Luce, et puis après ça peut repartir sur le centre Martinique, donc il n'y a pas vraiment, en tout cas la moitié sud est aussi concernée que la moitié nord qui d'habitude est plus arrosée. Alors, parlons maintenant de la saison cyclonique. On annonce active, mais un peu moins intense que l'année dernière. Est-ce qu'il y a de gros ouragans prévus cette année? Alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est votre titre qui disait « Êtes-vous prêt ?» Et ça, c'est la vraie question. La vraie question, c'est pas combien il y aura de cyclones, Monsieur Degrasse, s'il vous plaît, parce que de toute façon, je ne sais pas répondre à cette question. C'est vrai, on peut pas encore dire? Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas dire. D'abord, tous les instituts qui le font à l'échelle de l'océan Atlantique tropical, mer des Caraïbes, golfe du Mexique.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que c'est très compliqué d'être précis sur un nombre. Vous avez vu que souvent, on dit qu'il y aura entre 10 et 16 cyclones, parmi eux peut-être 4 à 6 ouragans. Et souvent, ça ne se vérifie pas vraiment. Rappelez-vous, l'année passée, à la même période, on annonçait une saison un petit peu plus active que la moyenne, c'est tout. On n'avait pas du tout anticipé, quand je dis on, vous voyez, je me mets dedans, hein, tous les organismes compris, hein, on n'avait pas du tout anticipé cette saison très très active, y compris ce mois de septembre. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur les petites Antilles et surtout sur un territoire comme la Martinique. On a une petite tête d'épingle. Comment voulez-vous, vous savez bien qu'on a déjà du mal à parler des fortes pluies qui vont arriver dans la nuit, comment voulez-vous qu'on parle de ce qui va se passer sur les 6 mois qui viennent? Parce qu'on parle de 6 mois quasiment, puisque la saison cyclonique, c'est jusqu'à novembre. Donc nous, ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est un seul suffit. C'est notre slogan depuis quelques années. Un seul ouragan suffit pour que vous ayez en tête que ça a été une année catastrophique. Et tous les ans, on peut être menacé par un cyclone. Alors, je vais vous les donner quand même, hein, les tendances de la prévision, rassurez-vous. Je vais finir par répondre à votre question. Sachez simplement que statistiquement, mais ça c'est important, c'est un chiffre plus important. Statistiquement, la durée de retour d'un ouragan sur la Martinique, c'est 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, deux interprétations, en moyenne, on peut avoir un ouragan tous les 15 ans. Mais ça veut surtout dire que tous les ans, on a entre 6 et 7% de chance, enfin plutôt de risque, d'avoir un ouragan. 6 ou 7% chaque année. C'est pas négligeable ça. Pas, on est loin des 0, quelque chose %. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une menace tous les ans. Donc soyez préparés, soyez prêts, comme si un ouragan Maria ou Irma allait passer sur votre tête. Néanmoins, je réponds à votre question. Cette année, c'est une année un petit peu compliquée, c'est-à-dire parce qu'on ne sait pas si ça va être un petit peu en dessous de la normale ou un petit peu au-dessus de la normale, mais grosso modo, on devrait se trouver autour de quelque chose d'assez moyen. Voilà. D'accord. Alors, moyen, c'est quoi? Moyen, ben, ça veut dire alors, 8, 10, 12 cyclones nommés. Nommés, c'est tempête ou ouragan. Dans la zone, voilà. Pas pour la Martinique, oui. Pourquoi? Parce qu'on a un phénomène El Niño qui est en train de se mettre en place dans le Pacifique. Et alors, même s'il est faible, quand El Niño se met en place, en général, ça réduit l'activité cyclonique sur le bassin atlantique. Deuxième élément, l'océan, qui est la source normalement, le moteur hein, des ouragans, et surtout des ouragans intenses. Cet océan est un peu plus froid que la normale, surtout dans les zones où il se forme, c'est-à-dire entre l'Afrique et chez nous. Voilà. Et puis il y a d'autres phénomènes comme les vents, comme ça, qui ne sont pas super bien organisés. Donc ça semble plutôt bon cette année. Ça semble plutôt bon, mais vous avez compris mon message. Mais alors, on l'a vu l'année dernière, hein, les phénomènes, quand il y en a, semblent s'intensifier d'année en année. Vous êtes réunis avec des météorologues de la Caraïbe en mars dernier. Globalement, est-ce qu'on a les moyens dans la Caraïbe de faire face et d'anticiper les cyclones? Oui, alors, l'année dernière est une année... Alors, certes catastrophique, mais où les prévisionnistes et les modèles qu'ils utilisent ont montré des capacités accrues. Vraiment, on a fait des erreurs moyennes de trajectoire qui étaient très très faibles. Rappelez-vous, pour Irma, 5, 6, 7 jours à l'avance, on pouvait déjà cibler le risque pour le nord des petites Antilles. Et à 3-4 jours, alors bien sûr, on n'était jamais certain que ça allait passer pile poil sur Saint-Barth et Saint-Martin, bien évidemment, mais on avait identifié la zone à risque. Et c'est ce qui est important dans l'anticipation, c'est d'identifier le plus précisément possible les zones à risque. Mais pour gérer quoi? Gérer des évacuations s'il y a besoin, gérer de la préparation à finaliser, gérer toute la chaîne des acteurs. Donc ça, c'est important. On a fait beaucoup de progrès là-dessus. On a fait moins de progrès, vous l'avez vu, pour les prévisions d'intensité, notamment pour Maria, mais c'était un phénomène tellement exceptionnel en termes d'intensification que c'est normal. Et voilà. C'est quoi? Il manque des outils pour pouvoir anticiper l'intensité ou Alors, on ne peut pas dire qu'il manque vraiment d'outils. Il manque un petit peu aussi de connaissances. Et cet état de l'art de ce qui se passe exactement. Les processus dans les ouragans sont très très complexes. En même temps, ils mettent des énergies colossales. La moindre petite pichenette qui est mal vue fait changer la trajectoire. Après, c'est de la précision de l'ordre de 1 ou 2 degrés dans la trajectoire. Rappelez-vous Maria, s'il avait changé sa trajectoire d'1 ou 2 degrés, ce n'est pas la Dominique qui l'aurait pris de plein fouet, mais c'est la Martinique, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est vrai que ça s'améliore tous les ans. Encore, je le redis, les prévisions de trajectoire s'améliorent, l'intensité c'est plus compliqué et on a essayé d'ailleurs avec l'ensemble des pays de la zone, on a demandé à ce qu'on fasse des essais au niveau de Miami, qui est le centre responsable, de prévision au-delà de 5 jours. Pour voir justement si on est capable d'anticiper mieux. Ça ne veut pas dire de façon plus précise forcément, mais d'avoir 7 jours à l'avance un message.
Donc là, on va commencer à tester ça. Alors, ça ne sera pas pour le public, bien évidemment, mais c'est comme ça qu'on améliore un petit peu les services météo, le service que la météo rend à la population. On teste d'abord des choses en interne et quand ça marche bien, on essaie on le fait passer. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, donc, le bilan de cette interview, c'est qu'il faut se préparer quoi qu'il arrive, puisqu'on ne peut pas vraiment prévoir. Seul suffit, donc soyez prêts. Très bien, merci à vous. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes en pleine saison cyclonique, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est également synonyme de l'approche des grandes vacances. L'aéroport Aimé Césaire se prépare à accueillir des milliers de voyageurs, 2 fois plus d'avions durant les 2 prochains mois. Les compagnies aériennes et la direction de l'aéroport ont donc instauré de nouvelles mesures, notamment le fait d'imposer aux Martiniquais d'arriver plus tôt à l'enregistrement. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Jean-Marc Dabreux. On ne se bouscule pas encore à l'enregistrement, mais avant même la période de pointe, si l'on voyage sur Corsair, Air France ou Air Caraïbes, il faut désormais se présenter 1h30 avant l'heure prévue du vol en long courrier et 45 minutes pour les vols régionaux. Une mesure qui ne semble pas déplaire à ses passagers. Comme ça, on est plus tranquille déjà, il y a moins de monde. Et puis en plus, une fois que les bagages sont déposés, on est quand même plus tranquille. Durant les grandes vacances, une trentaine d'avions et près de 10 000 passagers transiteront quotidiennement par l'aéroport. Cette année encore, pour canaliser les flux, les compagnies aériennes ont instauré de nouvelles règles. Nous recommandons à nos clients d'arriver en avance à l'aéroport pour faciliter l'enregistrement de leurs bagages. Nous leur conseillons d'accéder le plus rapidement possible ensuite en salle d'embarquement. Et puis nous leur suggérons de s'enregistrer la veille, puisque la plupart des compagnies proposent ces dispositifs sur leur site internet. Et autre particularité importante, la possibilité offerte aux clients d'acheter des billets sans bagages. Il faudrait également désengorger l'aérogare. Un dispositif d'accompagnement des passagers sera prochainement déployé. Depuis le parking, nous allons mettre des agents supplémentaires avec des signes de reconnaissance avec des gilets verts. Pour guider, parce que des fois tout le monde ne sait pas comment fonctionne le parking, notamment les caisses, etc. On mettra donc des agents également avec les compagnies au niveau des postes d'enregistrement et notamment également des agents avec le signe de reconnaissance de gilet vert au poste de contrôle de police et au poste de contrôle de sûreté pour fluidifier au maximum, donc pour éviter des engorgements au niveau du filtre police. Chaque jour, durant les grandes vacances, 6 à 7 gros porteurs assureront les rotations vers l'Hexagone. Dès la fin du mois de juin, l'ensemble de ces nouvelles mesures seront mises en place. Objectif, 0 retard. Restez avec nous à suivre dans cette édition. La Guyane se prépare comme la Martinique à accueillir de nombreux visiteurs pendant ces grandes vacances. Une enquête sur leurs attentes a été présentée aux professionnels du tourisme. Enfin, coup de projecteur dans notre JT des communes sur une femme qui fabrique des meubles en carton. Je vous le disais, partons en Guyane qui, comme chez nous, se prépare à avoir une grosse affluence pendant ces grandes vacances. Alors, pour bien préparer les professionnels du tourisme, le président du comité a présenté ce matin les résultats d'une enquête réalisée auprès des voyageurs. Objectif, mieux répondre aux attentes des vacanciers. C'est un reportage de Pierre Tréfou. La Guyane est-elle attractive? D'après une étude du comité de tourisme de la Guyane, la réponse est oui. En 2015, la Guyane comptabilisait quelques 86 000 touristes à l'année sur sa principale porte d'entrée, l'aéroport Félix-Éboué. En mars 2018, ce chiffre était de 110 000, soit une augmentation de 24 000 touristes en 2 ans. On a mesuré, donc à partir effectivement de ces enquêtes, on a dégagé des ratios qu'on applique à chacun des appareils qui se posent sur la Guyane. En fonction des volumes de clientèle et des types de clientèle, on réussit à dire, par exemple, que la Guyane, c'est avant tout une destination business, avec plus de 50% des flux business. Vient ensuite l'affinitaire à hauteur de 45%, puis le tourisme d'agrément, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune attache en Guyane à hauteur de 19%. Voilà. Et en fait, sur ces appareils-là, on voit cette progression avec moins de Guyanais qui font des séjours à l'extérieur et qui reviennent en Guyane, et beaucoup plus de vrais touristes qui viennent en Guyane, qui séjournent en Guyane et qui repartent à leur destination d'origine. Avec 19% de vrais touristes de plus qu'en 2015, les actions mises en place pour faire découvrir la destination Guyane semblent porter leurs fruits. Nous sommes convaincus que la Guyane est une destination entre guillemets confidentielle et qu'il est nécessaire de faire venir découvrir la Guyane pour mieux en parler. C'est également des actions de formation, c'est ce que nous on appelle des éductours. Donc on fait venir en Guyane des agents de voyage pour qu'ils puissent découvrir la destination. On les forme à mieux vendre le produit.
Donc ce sont des agences qui sont triées sur le volet avec derrière des gros pouvoirs en termes de déclenchement de vente. Espérant plus de 200 000 touristes à l'année, pour le président du CTG, ce chiffre reste atteignable. C'est un objectif que l'on s'est fixé à l'époque de la région 200 000. Nous sommes aujourd'hui sur le point, je dirais, d'y arriver, puisque les résultats le prouvent. Sur 2017, nous sommes à plus de 110 000 touristes par rapport à l'année précédente. Ma foi, je trouve que l'objectif, on peut l'atteindre, et c'est avec ces professionnels que nous allons y arriver. Un premier bilan positif pour le secteur touristique guyanais, qui en est encore à ses balbutiements. Aujourd'hui, 18 juin, journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle. Des hommages ont été organisés simultanément ce matin à Fort-de-France et aux Trois-Îlets. Dans le sud, 130 collégiens ont été invités à assister à la cérémonie présidée par la sous-préfète sur la place du Front de Mer devant la stèle des dissidents iléens. L'appel a également été relayé ce matin aux Mornes Rouges devant le monument aux morts. Comme aux Trois-Îlets, les élèves de la commune ont été invités à assister à la cérémonie en présence des élus et des officiels. Nous remercions d'ailleurs à ce sujet le téléspectateur qui nous a envoyé ces images afin de nous faire vivre les événements de sa commune. Alors si comme lui, vous souhaitez nous faire part d'un événement important, vous pouvez nous contacter à l'adresse info@wipa972.com. Un JT des communes qui vous propose ce soir un coup de projecteur sur une femme qui propose des objets et des meubles en carton. De la récupération qui débouche sur des outils personnalisés. Son atelier est basé au domaine de Tivoli et Hubert Bornil et Loïc Régis se sont rendus sur place. Regardez. Ça me rappelle vraiment une petite chanson que l'on fredonnait à l'époque. C'était un petit homme qui avait une petite maison en carton, des meubles en carton. Mais justement, Mirella Petit, elle confectionne du carton. Vous voyez, de vrais meubles. Hein. Je suis assis là sur du carton, on ne dirait pas. La table en carton, tous les meubles sont en carton. Franchement, cette dame, elle fait du beau travail avec du carton. Mirella Petit occupe ses journées à réaliser des meubles et objets personnalisés rien qu'à partir de carton d'emballage. Ça m'a donné un tabouret. Donc j'ai fait mon montage et je suis en train de renforcer de façon à ce que ce soit pour solidifier. Donc toutes les parties intérieures sont craftées. Rien à voir avec le dernier poste qu'elle occupait au sein d'une grande surface, c'était avant son licenciement. Une activité qu'elle a découverte par pur hasard. La base, c'est la récupération, pour que ce soit écologique et pas cher. Mon but surtout, c'est l'écologie, c'est de récupérer. Parce qu'on jette énormément de carton, donc pourquoi ne pas récupérer? À force de patience et d'abnégation, la dame excelle maintenant dans cet art en redonnant des formes, des couleurs et du style au carton. Je pars d'une planche de carton, je vais dessiner mon meuble sur ce carton, ce qui sera mon gabarit, donc je vais découper et à partir de ce gabarit, je vais faire mes différentes étapes. Par exemple, je vais faire une première planche, une deuxième planche, une troisième planche. Ainsi voit le jour de véritables objets et meubles parfois dans le style baroque, des éléments uniques pour la plupart. Les gens ont du mal à accepter que ce soit du carton. Il y a une partie, je viens d'avoir une cliente tout à l'heure qui va commander une commode en carton parce que pour elle, elle me dit, elle aura la forme qu'elle veut. C'est vraiment du bel art. Alors, si vous voulez rencontrer Mirella Petit, le domaine de Tivoli, il y a tout plein d'arbres. Elle travaille dans la tranquillité. Venez voir ce travail. Information pratique maintenant avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur le parking de Dezé à Fort-de-France. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin
de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve Régine Germani comme chaque soir et en Tchèque. A tout de suite.